Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Voilà un logo que les handicapés franciliens aimeraient voir un peu plus souvent, car certes, les bus parisiens sont désormais entièrement accessibles, mais le métro ou le RER ne l'est lui que très partiellement. Pourquoi un tel retard et surtout, quelle perspective? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Se déplacer lorsqu'on est handicapé ou tout simplement diminuer physiquement, c'est le défi relevé chaque jour par plus d'1 million de franciliens. Nous avons suivi Alexandra dans son périple quotidien. Charlotte de Villemorin sera également notre invitée. Cette jeune entrepreneuse a redonné le sourire à des milliers de personnes à mobilité réduite. Son credo, la location de véhicules aménagés entre particuliers. Manque de volonté ou manque de moyens? Pourquoi le réseau francilien est-il si peu accessible? Entretien vérité avec Stéphane Baudet, vice-président d'IDF Mobilité. Enfin, nous verrons que l'accessibilité ne se résume pas à installer des rampes et des ascenseurs. La ligne 1 du métro vient ainsi d'être labellisée pour ses actions en faveur des personnes en situation de handicap mental, auditif et visuel. À Paris, le constat est assez simple. Une seule ligne sur 14 est entièrement accessible. Il s'agit bien sûr de la plus moderne, la ligne 14. Alors concrètement, comment font les personnes à mobilité réduite pour se déplacer à Paris et en Ile-de-France? Bien, c'est très compliqué. C'est ce qu'ont constaté Johan Dorion et Pierre de Baudouin. Pour Alexandra, prendre le RER n'a rien d'une sinécure. Bonjour, je suis une personne en fauteuil roulant, j'ai besoin de prendre le RER pour aller à Châtelet, s'il vous plaît. Pour accéder au quai, comme ici à La Défense, elle doit emprunter plusieurs ascenseurs, multiplier les allers-retours. Bonjour. Bonjour. Puis un agent doit être présent à l'avant du train pour l'aider à monter. Bref, un vrai parcours du combattant. En tant que personne à mobilité réduite, je mets déjà beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Par exemple, je mets du temps à mettre un manteau, je mets du temps à ouvrir une porte, je mets du temps à faire beaucoup d'actes de la vie quotidienne. Et en plus, c'est la double peine, je vais mettre plus de temps dans les transports puisque je vais être obligée de prendre le bus au lieu de prendre le métro. Dès qu'un ascenseur est en panne, ce qui arrive souvent, Alexandra doit remonter à la surface. Car quand on est PMR, voici à quoi ressemble le réseau souterrain. Aucun métro, excepté la ligne 14. Les seules alternatives sont le tram et le bus. Il y en a que ça a terrorisé les petits pépins. Les petits pépins et qui du coup après ont arrêté de prendre les transports. Et c'est dommage parce qu'en fait, il faut les prendre les transports. Plus on les prend, plus on rôde le réseau et plus on fait que les rampes marchent, que les ascenseurs marchent. Au contraire, il faut être partout dans les transports. À la SNCF, près d'une centaine de gares sont accessibles. Et l'objectif est de doubler ce chiffre d'ici 6 ans. Si cela ne pose pas de problème, dans la nouvelle gare Rosa Parks, moderniser les infrastructures existantes s'avère plus compliqué. Il faut tout réétudier, reprendre les normes du moment, qui sont des normes européennes, et prévoir au niveau des services à chaque étape en fait, du parcours du client, voir ce qu'il faut mettre en place. La SNCF mise aussi sur une application mobile, Handilien, qui permet d'obtenir l'aide d'un agent en quelques minutes. On a vraiment gagné en rapidité et confort, donc on est tout de suite au contact de notre client et tout de suite on a un renseignement au niveau de sa localisation, donc pour nous c'est précis. Et pour les trajets impossibles à effectuer, il reste le réseau PAM, un service de transport à la demande, mais au tarif beaucoup plus élevé que ceux des transports en commun. Bonjour Charlotte de Villemorin. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Wellies, on en parlera dans un instant, mais vous êtes surtout le visage d'une mobilité positive, car vous gardez toujours votre pêche et votre sens de l'humour, quelle que soit la situation. Et c'est avec cet esprit que vous aviez lancé votre blog Willcome en 2012, où vous parliez de vos aventures, mésaventures en fauteuil. Concrètement, quelques années plus tard, est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens? Alors, il y a des choses qui ont changé. Globalement, quand même, je trouve que la situation s'améliore en termes d'accessibilité dans les transports, notamment pouvoir prendre le bus. Avant, c'était vraiment une aventure de partir prendre le bus, on n'était jamais sûr d'y arriver. Là, ça marche quand même mieux. Après, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas, notamment le métro. Et ça, je ne me fais pas d'illusions, le métro ne sera jamais accessible. Alors on sait que c'est déjà pas simple de traverser Paris en métro, c'est long, c'est lent, mais en bus c'est encore pire. C'est excessivement complexe et surtout il y a encore des quartiers, là par exemple on est dans le 19e arrondissement, il y a très peu de lignes de bus, il n'y en a que 2. Et du coup c'est difficile parce qu'il faut pouvoir rejoindre un nœud plus central pour récupérer d'autres lignes, etc. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps, c'est compliqué, on n'est pas sûr à 100% que
ça marche, il faut qu'il y ait de la place pour mettre le fauteuil, que le bus puisse déplier la rampe, etc. Donc c'est pas idéal. Alors c'est suite à cette frustration de ne pas pouvoir vous déplacer normalement dans Paris que vous avez créé et lancé votre propre start-up, Wheelies. Du coup, quel est le concept de cette start-up? Alors en fait, le concept, c'est de permettre de la location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil entre particuliers. L'idée, c'est de se dire, les personnes en fauteuil qui ont une voiture équipée d'une rampe ou d'un poste de conduite adapté si elles peuvent conduire, qu'elles puissent, quand elles ne s'en servent pas, la louer à quelqu'un d'autre en fauteuil qui en a besoin pour pouvoir se déplacer au quotidien ou pour partir en week-end, en vacances. Voilà. Et ça marche très très bien, hein, puisqu'en 3 ans seulement, vous avez près déjà de 7000 utilisateurs. C'est considérable, 11 salariés, et vous avez réussi à lever 1 million d'euros. L'an dernier, ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin. Si ça n'existait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs qui avaient été confrontés à cette difficulté de se déplacer. Et le besoin n'est pas forcément identifiable quand on ne connaît pas la situation. Donc oui, je pense qu'il faut connaître pour y penser. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément adaptable à la mobilité du quotidien. Ça ne remplacera jamais les transports en commun. Non, les transports en commun, c'est quand même quelque chose d'important. Surtout que la voiture, on essaie d'en faire un usage toujours plus limité. C'est quand même assez contraignant. C'est vrai que pouvoir se déplacer librement comme tout le monde, aujourd'hui, ça reste encore compliqué. Alors que ça devrait être un droit, bien évidemment. Merci Charlotte de Villemorin d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type de handicap. Car oui, l'accessibilité ne concerne pas seulement les personnes à mobilité réduite. On voit ça sur la ligne 1. C'est un reportage d'Isabelle Audin et d'Isabelle Dupont. La myopie forte. On n'a pas fait la myopie forte, les filles. Des lunettes pour ne plus voir grand-chose, pour devenir comme un malvoyant, cherchant un itinéraire sur le plan de métro. Je veux la tour Eiffel, s'il te plaît. Ah ouais. Bah, je vois pas grand-chose à part des couleurs. Autre découverte, cet automate sonore. Bienvenue sur l'automate de Vendée RATP. Sur lequel on peut aussi brancher un casque. Il y en a un dans chaque station de la ligne 1. Ligne dont les 300 agents ont été sensibilisés à l'accueil des handicapés, qu'ils soient visuels, auditifs ou mentaux. On va savoir comment les aborder sans leur faire peur, sans qu'ils se sentent agressés. Et du coup, on va y aller plus tranquillement. Des personnes malvoyantes, autistes, trisomiques, qui très souvent ne peuvent pas prendre le métro. Pour Marcel Jocris, par exemple, impossible sans Maïko, son chien guide, et surtout sur la ligne 1 qu'il connaît bien. J'arrive à me débrouiller, mais c'est pas si évident que ça. Hein. C'est que je connais un petit peu. Hein. C'est une ligne que je pratique depuis X temps. Je l'ai vu évoluer. Hein. Le plus grand changement, ça a été effectivement la sonorisation. C'est une ligne qui, pour moi, progresse quand même. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 5 minutes. Des améliorations comme cette bande podotactile qui signale aux malvoyants la présence d'une borne d'assistance. Au guichet, un micro spécial facilite désormais les échanges avec les malentendants appareillés. J'appuie sur ce bouton et en fait justement il va avoir un peu plus de décibels pour mieux nous entendre. Et pour lui en fait, quand il va nous entendre, tous les bruits qui sont autour en fait ils vont être coupés. Sur la ligne 1, la station Reuilly d'Hydro teste aussi des inscriptions en braille pour s'orienter ou des rampes lumineuses plus visibles. De petits plus qui, s'ils s'avèrent concluants, pourraient peut-être se généraliser. Il y a 368 stations et gares sur le réseau RATP, donc ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est des choses qui sont lourdes à mettre en place, mais là on a vraiment des solutions très innovantes qui sont mises en place, des balises qui sont testées, je vous le disais. On a également des applications qui sont développées pour pouvoir se repérer dans le souterrain. Voilà, on va vraiment vers de l'innovation. Des balises sonores que les non-voyants peuvent activer avec une télécommande. Elles sont en phase de test sur la ligne 1, devenues plus accessibles donc, mais encore perfectibles. Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Vous êtes le vice-président en charge des transports à la région Île-de-France. Alors rendre les réseaux accessibles, c'est une obligation depuis la loi de 2005 qui s'est traduite dans la région par un schéma directeur d'accessibilité avec 1,4 milliard tout de même qui ont été mis au pot pour financer l'accessibilité du métro et du Transilien. Il y a une volonté, il y a de l'argent, mais dans les faits, ça n'avance pas bien vite quand même.
Non, c'est long parce que ce sont des travaux qui sont éminemment complexes, mais on a accéléré. Je vous rappelle qu'en 2016, on a multiplié par 4 l'investissement de la région pour donner un coup d'accélérateur et aller sur une seconde convention qu'on vient de voter pour quasiment 1 milliard. On est à 900 millions pour permettre d'accélérer d'ici 2020-2022. On va prendre un exemple, la ligne D du RER. Il y a aujourd'hui 14 gares accessibles sur les 46, donc c'est encore très peu. Oui. Et très récemment, on a appris que des chantiers qui devaient être terminés en 2018 allaient être reportés en 2021, par exemple Savigny-le-Temple, Lemay, Cesson. Pourtant, l'argent est là. On s'est battu, c'est ce que je disais, et Savigny-le-Temple, les travaux commencent. Donc on a réussi à revenir de 3 ans. SNCF Réseau profite de, vous savez, le travail sur le quotidien, sur tous les investissements de régénération qu'ils ont à faire, pour dire qu'ils sont saturés en travaux et mettre la question de l'accessibilité au rencard. En fait, nous, on ne veut pas. Et donc on s'est battu notamment sur Vers de Maison, Cesson et Savigny-le-Temple pour que les travaux soient faits maintenant. Et l'objectif pour la SNCF, c'est de rendre accessible 209 gares sur les 385 du réseau d'ici 2024. On va parler maintenant du gros point noir, tout de même, c'est le métro. Oui. Puisqu'il n'y a pas d'obligation légale dans la loi pour rendre le métro accessible, est-ce que ça veut dire que ce métro ne sera jamais accessible? D'abord, il faut imaginer que la ligne 14, la plus récente, est accessible. Que toutes les lignes nouvelles qui sont en cours de construction vont être accessibles. En revanche, imaginez, on sait que ça peut coûter entre 4 et 6 milliards d'euros, que demain matin on va être capable d'investir pour une remise à niveau total en accessibilité du métro parisien, c'est-à-dire percer des tunnels, percer des ascenseurs, ressortir partout dans la ville, ça va être éminemment complexe. Je pense qu'il faut se poser la question différemment. On a un réseau de surface assez exceptionnel à Paris, qui est accessible avec des rampes. On a des nouveaux matériels roulants qui viennent pouvoir accoster. On en a testé un sur la gare Saint-Lazare qui accoste de façon droite, qui permettent une accessibilité du coup au bus en fauteuil roulant qui est bien meilleure. On a toutes les nouvelles mobilités qui arrivent petit à petit et qui vont permettre de se transporter, je dirais, d'une façon individualisée bien mieux. Et donc se posera en effet la question qui est presque philosophique, est-ce qu'on doit investir ces 5 milliards sur le métro, sachant qu'on ne les a pas, que ce seraient des travaux titanesques et que ça prendrait 20 ou 30 ans. Alors souvent on nous parle du fait que le métro est vieux, mais ce n'est pas une excuse. Quand on regarde le métro londonien, inauguré en 1863, 50 stations sur 270 sont accessibles. Oui, à Paris, c'est 9 sur 303 et même plus loin. Vous connaissez le métro londonien, il a des particularités. D'abord, il y a eu une volonté à l'occasion des Jeux Olympiques, ça c'est très clair. Mais il me semble qu'on a des JO bientôt, non? Oui, bien sûr. On a même d'ailleurs des Jeux Paralympiques derrière. Mais on a un réseau de surface et des performances que Londres n'a pas forcément. Et puis je voudrais quand même rappeler que Londres, c'est aussi énormément de stations de métro enterrées qui ont déjà des ascenseurs, y compris pour le grand public. Donc l'accessibilité au métro de Londres ne fonctionne pas forcément partout comme il le fait à Paris. Merci Stéphane Godet pour votre franchise. On va donc finir sur une bonne note que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est que le nouveau réseau, le Grand Paris Express, sera accessible dès son ouverture. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour les personnes à mobilité réduite. Et les autres, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais près d'1 300 000 franciliens se déplacent avec difficulté chaque jour. L'accessibilité concerne donc bien plus que les PMR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Parigo s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez d'ici là un excellent week-end. Salut. Bonjour, voici votre bulletin de qualité de l'air.